Bienvenue au restaurant Les Pianos à Montreuil pour ce numéro de décryptage, l'émission sur la santé et l'organisation des soins. Nous accueillons le professeur Damien Léger, responsable du centre de sommeil et de la vigilance de la PHP situé à l'Hôtel-Dieu à Paris, et Dalibor Friot, philosophe et écrivain, pour une émission consacrée au sommeil. Merci d'être avec nous pour aborder une question sur laquelle vous avez travaillé ensemble en 2016 pour le rapport du think tank Terra Nova intitulé « Retrouver le sommeil et l'affaire publique ». Espace intime de liberté ou problème de société, d'emblée on sent bien que le sujet est complexe. Alors j'aurais une première question. Pourquoi est-il important de s'intéresser, surtout lorsqu'on est professionnel de santé ou acteur du système de santé, à la question du sommeil? Professeur. Alors parce que, à mon avis, c'est tout simplement une histoire de temps, c'est-à-dire que c'est quand même un tiers de nos vies qui est consacré au sommeil, donc sûrement ça a une utilité. On a eu tendance à penser que pendant des années, il y avait toute la journée et puis la nuit, il ne se passait plus rien. Or, pendant le sommeil, se passe la restauration de notre être au profond, hein, à la fois sur le plan biologique, sur le plan psychologique, sur le plan de la construction, de sa perspective. Enfin, donc il se passe énormément de choses, donc vraiment ça valait la peine. Et donc il y a plein de conséquences santé qu'on verra tout à l'heure, mais il y a aussi tout un aspect en fait, sociologique, politique, économique que vous avez découvert, en tout cas constitué à travers, et reconstitué à travers le rapport. Et Dalibor Friot, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur la complexité du sujet, au-delà de son simple aspect santé? Le sommeil, c'est le problème de tout le monde et le problème de personne. C'est-à-dire qu'on a très vite tendance à le réduire à une question privée. J'ai mal dormi, j'ai bien dormi, comment as-tu dormi? Des petites misères personnelles qu'on impute au stress, qu'on impute à une mauvaise alimentation ou à une mauvaise digestion. Alors que, mis bout à bout, c'est un vrai problème de santé publique, surtout quand l'environnement global de la société n'est pas favorable finalement à la valorisation du sommeil, à l'endormissement, quand on est entouré d'écrans, quand on est dans des villes qui fonctionnent 24h/24, qui sont trop stimulantes, où il y a trop de lumière, trop de bruit, mais plus généralement où l'activité, la performance, l'interaction, la connexion sont valorisées comme jamais. Et évidemment, être toujours connecté, c'est ne jamais pouvoir dormir ou alors dormir finalement à reculons, c'est tomber de sommeil au lieu de désirer dormir. Et vous dites aussi, tous les deux dans le rapport, et puis ensuite, au-delà du rapport, il y a aussi la journée du sommeil, il y a eu l'étude faite et publiée par Santé publique France, que c'est aussi un sujet public et de santé publique. Voilà, sur l'aspect sociétal du sommeil, un petit mot, puis après on plongera sur le côté santé publique et prise en charge. Alors l'aspect sociétal du sommeil, comme je le disais, on est dans des sociétés qui veulent devenir 24/7. On sait que l'agenda politique, mais aussi culturel, des valeurs, c'est des villes qui ne dorment jamais. Il y a une mise en concurrence, Barcelone, Berlin, Londres, la ville qui dormira le moins, la ville qui ne dort jamais, New York. C'est presque un argument de vente pour un tourisme nocturne. On parle maintenant vraiment d'un tourisme nocturne qui génère beaucoup de gêne aussi, beaucoup de conflits, des conflits d'usage, comme on dit, entre ceux qui veulent dormir et ceux qui veulent faire la fête, ou tout simplement... on veut tout couvrir maintenant, les services publics vont suivre les boutiques, et qui dit service public dit sécurité, alimentation, soins, transport, tout. Et une fois que vous avez dérégulé les transports fonctionnent 24h/24, plus personne n'a d'excuses pour ne pas participer à cette activité nocturne qui gomme totalement cette alternance naturelle du jour et de la nuit, qui est quand même quelque chose qui nous a constitués depuis que nous sommes des êtres humains et des mammifères. Donc il y a une stratégie de réduction du sommeil, c'est ça? Et puis alors c'est complètement sociétal parce que c'est aussi le travail qui est très lié au sommeil. Alors on sait peu que c'est 20% des travailleurs salariés qui travaillent de nuit ou en horaire décalé. Alors ça fait plusieurs millions, 5 à 6 millions de travailleurs en France qui sont comme ça soumis à ces horaires. Il y a les histoires également de transport, parce que somnolence et transport, c'était un vrai sujet, le risque d'accident lié à la somnolence. Et puis il y a également les horaires des enfants, toutes ces questions de l'éducation et de ces rapports avec les horaires de la journée qui sont vraiment des problèmes de société très importants et qui touchent au sommeil. Et on a quelques chiffres clés là comme ça qui situent à la fois les impacts, on va dire économiques, salariaux, santé, comme ça on connaît, on a pu chiffrer un petit peu et mesurer cet impact. Alors il y a eu des coûts directs et coûts indirects qui ont été chiffrés quelquefois en milliards d'euros, toujours assez spectaculaire. Et ce qui veut dire qu'en effet sur le plan économique,
c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que faut-il utiliser la nuit pour travailler? Bon, ça, on le sait, les industriels ont répondu oui, mais faut-il également s'arrêter à certains moments pour être plus en forme? Mais ça, les médecins, je crois, répondent oui, et nous, dans notre rapport, on a dit que c'est important de faire la coupure. Cette coupure, elle est à la fois nécessaire et puis elle est valorisante dans nos vies quotidiennes. Et est-ce qu'il y a un problème d'approche ou une différence d'approche suivant les civilisations? On parle régulièrement des siestes dans les boîtes japonaises. En France, on en parle de façon très épisodique, mais ça n'a pas l'air de s'installer, si ce n'est pour des effets de mode. Il y a des différences d'approche du sommeil suivant les pays et les niveaux de développement? Alors, le sommeil reste un tabou dans les entreprises. Organiser un espace sieste, un espace de repos, on a l'impression que c'est une prime à la paresse, à la lâcheté, pour les tirs au flanc, alors qu'on sait très bien que les dirigeants ne pourraient pas avoir des journées de 14h ou 16h sans faire une petite sieste bien cachée au fond de leur bureau, sur un canapé. C'est un secret de polichinelle. Donc, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Effectivement, il faut qu'on arrête les mythologies d'hommes forts, des chefs d'entreprise ou des présidents de la République qui ne dorment que 4 heures par nuit. Et voilà, donc il faut arrêter cette valorisation de l'épuisement et du burn-out finalement, cette espèce d'héroïsation du manque de sommeil. D'autant que, comme le disait Damien, ce n'est pas seulement la qualité de nos nuits qui est en question. Bien dormir, c'est aussi bien veiller. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est un double problème de santé publique, c'est que comme chez nous, on a une surconsommation de somnifères, mais quand vous avez mal dormi à cause de votre somnifère, vous êtes mal éveillé, donc vous conduisez mal votre semi-remorque, vous opérez mal votre patient, vous enseignez mal à vos élèves, vous apprenez mal face à votre enseignant, donc vous n'êtes pas véritablement là, c'est ce qu'on appelle aussi aux États-Unis les ambiance zombies, des gens qui sont à la fois en sommeil artificiel et en veille artificielle. Et tout ça coûte extrêmement cher, de nuit comme de jour. Oui, donc même économiquement, c'est un mauvais calcul, en gros, de ne pas bien dormir. L'important, c'est d'être bien réveillé pour faire ce qu'on a à faire et puis également d'autres choses bien. Parce que le constat que vous faisiez en 2016, c'est à peu près le même. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 3 ans, les choses ont bougé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont été prises en compte aujourd'hui? En fait, l'étude avec Santé publique France qui date de 2017, c'est le baromètre santé 2017, est assez préoccupante toujours. D'abord parce que le sommeil des Français est passé en dessous de 7 heures en moyenne dans la semaine. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, on était toujours un peu au-dessus de 7 heures, là on est en dessous de 7 heures. Ouais, c'est quand même assez symbolique. Et puis aussi parce qu'on a vu que 35% des adultes français, et en particulier des professionnels, c'est-à-dire plus jeunes adultes, dorment moins de 6 heures par 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en dessous du seuil à partir duquel apparaissent un certain nombre de pathologies comme le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la route, qui sont liés à ce manque de sommeil chronique. Et donc peu de choses ont bougé en fait. Non, le rapport, oui, ça s'est même un peu détérioré. Oui, parce que la société s'est accélérée en fait, et a encore mangé sur la nuit en fait. Il y a un agenda politique très clair qui est: nous allons supprimer la nuit en ville. Vous ne verrez plus les étoiles, les magasins fermeront plus, les services publics vont suivre, et vous ne dormirez plus, sauf si c'est une décision, un caprice personnel. Il y aura une pièce pour ça, mais la société ne veut plus dormir. Et on augmente l'éclairage partout aussi, l'éclairage artificiel, on éclaire tous les centres-villes, ce qui fait que les animaux ont commencé bien sûr à partir. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences chez l'homme de pollution artificielle et problèmes sur le sommeil qui sont encore très peu envisagés. Et comme tous les problèmes de santé publique, ça frappe surtout aussi les populations défavorisées, parce qu'on sait bien qu'elles sont les plus exposées au logement, eux-mêmes exposés au bruit, à la lumière, aux pollutions diverses, qu'il y a un manque d'espace. Donc les enfants, s'il y a 2 ou 3 enfants, on va s'aligner sur celui qui se couche le plus tard. Donc la promiscuité fait que le sommeil est de plus en plus dévalorisé aussi à cause de cette promiscuité. Mais il y a un paradoxe, justement, si on se focalise un petit peu sur l'aspect santé. Alors je sais que on ne peut pas le détacher du reste, mais on a un paradoxe. En France, on est quand même des gros consommateurs de somnifères. Donc c'est un problème. Dans les cabinets des médecins, c'est un problème quotidien. Et pourtant, on a l'impression que ce n'est pas encore un sujet qui est vraiment pris au sérieux, si ce n'est par la prescription d'un somnifère. Alors la tendance est quand même mieux sur les somnifères. C'est-à-dire qu'en effet, il semble que la consommation de somnifères diminue bien en France. Je pense que là,
Il y a eu un message vis-à-vis des médecins généralistes, des pharmaciens, et en particulier vis-à-vis des gens polymédicamentés qui avaient un somnifère en plus, et d'essayer de diminuer sa consommation de somnifères. Ça va plutôt dans le bon sens. Et par contre, il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que on parle régulièrement avec les médecins de la CNAM, des caisses d'assurance, en leur disant pas de somnifères, mais il faut trouver des solutions, des thérapies cognitives et comportementales, d'autres thérapies qui peuvent aider les patients avec une insomnie. Et là, rien du tout pour le moment. Pas d'initiative, pas d'innovation, pas d'essai, même pilote sur ces thérapies rapidement remboursées. D'accord. Ça veut dire que les médecins sont laissés un peu démunis, on leur dit de baisser le somnifère, mais il n'y a pas d'alternative. Et les patients aussi, on leur dit voilà, plus de somnifères, donc quand on est vraiment insomniaque, c'est pas évident. Vous faites du yoga, quoi. Et de la méditation. Mais bon. Ceci dit, ce sont des thérapies alternatives qui sont même développées à l'Hôtel-Dieu. Moi, j'ai assisté à un atelier de thérapie comportementale cognitive, Oui. c'est ça, thérapie cognitive. La méditation, les effets sont prouvés sur une meilleure qualité de sommeil à l'endormissement, pendant la nuit, au réveil. Donc il y a quand même des alternatives, une hygiène de vie d'une manière générale, dont les médecins, curieusement, ne vont pas parler spontanément, ou alors il faut qu'ils soient sensibilisés au sujet, et ils vont tout de suite prescrire, parfois surprescrire, un mois entier de somnifères pour un petit problème ponctuel. Est-ce qu'on peut revenir mais en quelques mots sur, dans votre service, les conséquences sur la santé liées aux problèmes de sommeil? Alors, déjà, quand on parle de problèmes de sommeil, on parle de quoi? C'est-à-dire il y a la qualité, il y a la quantité, j'imagine. Alors, il y a plusieurs maladies du sommeil. Alors, la plus fréquente, c'est l'insomnie, qui touche à peu près 15% de la population générale, l'insomnie chronique. Bon, dans notre service, on voit beaucoup d'insomnie chronique depuis plus de 10 ans, qu'on se prenne depuis plus de 10 ans, donc très sévèrement. Il y a également le syndrome d'apnée du sommeil, qui est la maladie du ronflement avec des pauses respiratoires au cours de la nuit, qui est très fréquente. Et sont plus rares des maladies comme les hypersomnies, en particulier la narcolepsie, des maladies rares, ou alors les parasomnies, c'est-à-dire le somnambulisme au cours de la nuit, qui peut parfois être grave avec des conséquences des accidents ou des violences. Voilà, mais concernant l'insomnie, effectivement, on parle d'insomnie quand c'est vraiment un problème qui revient au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, avec des conséquences dans la journée. Et ça touche quand même environ 15% des Français. Oui. Et j'imagine que tous ces problèmes, ces maladies du sommeil ont des conséquences directes ou indirectes sur d'autres pathologies ou sur ces facilitants. Vraiment complètement retrouvé maintenant entre le manque de sommeil qui est lié à ces pathologies, ou alors tout simplement à notre privation quotidienne de sommeil, et puis des maladies chroniques comme le surpoids, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les infarctus du myocarde, les accidents de la route et certains cancers, en particulier chez les travailleurs postés de nuit. On sait que le cancer du sein est un surrisque qui est lié probablement à la désynchronisation de l'horloge, mais aussi à la privation de sommeil. Oui, le sujet est vaste et justement, alors on va se placer à la place d'un professionnel de santé ou des gens qui autour travaillent sur l'organisation des soins, puisque c'est l'essentiel de nos téléspectateurs. Quand je suis professionnel de santé, de premier recours, que je sois médecin ou paramédical, comment je peux intégrer à ma pratique cette notion du sommeil? Est-ce que j'ai intérêt à l'intégrer? Et ensuite, comment bien l'intégrer pour accompagner mes patients? Je pense que c'est ce qu'on a recommandé à plusieurs reprises aux généralistes et aux professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps sur le sujet. Très très souvent, les patients en parlent au dernier moment de leur consultation en disant « tiens, il me refaut mon somnifère ». Et en fait, on conseille de prendre du temps, c'est-à-dire d'y consacrer 1 heure si possible quand c'est un des patients du médecin généraliste, ou au moins 1 demi-heure, reprendre des outils simples comme les agendas du sommeil, des questionnaires, essayer de retrouver les causes, parce que souvent, nous, on retrouve les causes au bout de 10 ans d'insomnie, on se rend compte que c'est la douleur, un médicament, une autre pathologie respiratoire ou métabolique qui entraîne ce problème de sommeil. Donc, essayer de trouver la cause et essayer de trouver des solutions, comme disait Dalibor, qui sont d'abord dans le mode de vie, dans la régularité, dans l'environnement, dans l'exercice physique, et puis éventuellement des thérapies qui permettent d'aider les patients. Donc je crois que voilà, prendre du temps simplement sur le sujet, essayer d'aller plus loin, explorer sur plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, il y a des outils pour ça. Et si besoin, envoyer à des centres du sommeil si c'est compliqué. En gros, s'intéresser au sommeil, c'est reprendre un peu intérêt et possession de l'ensemble
du mode de vie du patient en fait. Oui, complètement. C'est de le revoir le sommeil dans sa globalité, c'est-à-dire, en effet, que se passe-t-il pendant la nuit? Pourquoi on ne dort pas? Qu'est-ce qui gêne à la fois dans l'environnement, dans, bien sûr, l'aspect psychologique, mais ça, c'est très souvent abordé, mais également dans l'aspect plus général, métabolique de la santé de la personne qui agit forcément sur le sommeil. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux.